9h30 et Alain Madelin est avec nous. Il a été ministre de l'économie et des finances de Jacques Chirac après sa victoire en 95. C'était il y a 30 ans. Quel dommage qu'on ne vous ait pas davantage entendu à cette période-là, parce que vous portiez une politique dont le nom fait peur à tous les Français depuis toujours, libérale. Et ça, si tu ne veux ne pas être élu en France, tu dis « je suis libéral ». Là, t'es mort. C'est terminé. Mais en revanche, effectivement, vous êtes un libéral et vous venez, on en parlera tout à l'heure, pour le droit à la simplification. Les normes ont pris le pouvoir. D'ailleurs, une très bonne phrase. Vous dites, la France n'est plus gouvernée, elle est réglementée. 400 000 normes, des millions de mots, des règles que plus personne ne comprend, pas même ceux qui les appliquent, etc. Bon, la suradministration, on est tous d'accord, tout le monde fait le même... D'ailleurs, Emmanuel Macron disait la même chose en 2017. Qu'a-t-il fait ? Rien. Ouais, bien sûr, parce que depuis des années, on essaie de faire des choses en matière de simplification. Tout le monde essaie de faire quelque chose. On fait plus ça à chaque fois. Le dernier méga décret, ça sonne à un côté Trump, si vous voulez. On a fait un méga décret de simplification. À l'arrivée, grande mesure, les conseils régionaux pourront décider du nombre de vélos qu'on peut mettre dans les trains. Et puis, s'il y a une élection dans tel ou je ne sais plus le organisme périphérique, s'il y a une seule liste, on sera dispensé d'assesseurs. Bon, vous voyez, plouf. Le problème, c'est Einstein, je crois, qui disait ça. Il ne faut pas demander à ceux qui ont créé les problèmes de les régler. Et donc, c'est ça, la simplification par le haut. Et l'idée que l'on a eue, nous, si la simplification par le haut ne marche pas, on va essayer par en bas. Et d'ailleurs, cette idée-là, elle n'est pas valable que pour la simplification. Tous les problèmes où l'on bloque aujourd'hui, essayons de les régler par le bas. L'école, essayons de le régler par le bas, par la liberté, la concurrence, des écoles indépendantes, la santé, kiff. Vous voyez, donc, il faut réfléchir aujourd'hui autrement, penser un peu out of the box, comme on dit, sortir des chemins des on va en parler, mais bon courage. Non, juste un mot. Bon courage. Juste un mot. Parce qu'avec la médecine, par exemple, les ARS, les unités... En fait, ils se sont fait un système pour eux, aux petits oignons, pour les administratifs, pour ceux qui ont fait ces grandes écoles et de diriger. Voilà, c'est tout. Je vais vous reprendre. Je sais, reprenez-moi, mais ça fait 30 ans que j'entends ça, il n'y a jamais de simplification et c'est de pire en pire. Donc... Je vais vous expliquer. Oui, expliquez-moi. Alors, si ça ne marche pas par en haut, on peut le faire par en bas. Oui, mais il faut des exemples concrets. Le truc est très simple, c'est-à-dire de dire aux gens qui sont victimes d'une norme, des particuliers, mais aussi souvent des organismes professionnels, des restaurateurs dont vous pouvez parler, il y a un instant. Donc, essayez de proposer, avec un dossier argumenté, pourquoi il faut supprimer la norme, quelle est la norme alternative, ou éventuellement quelle est la discussion qu'on pourrait faire pour modifier la norme. Si vous faites un droit à, c'est-à-dire le pouvoir de saisir une autorité auprès du Premier ministre, et ensuite si vous dites à l'administration, maintenant la preuve a changé de camp, c'est à vous d'apporter la preuve que ceci est utile, nécessaire, lisible, etc. J'ai une liste de 50 items pour interroger l'administration et qu'elle fasse la preuve de son utilité. Je vous assure que là, on peut balayer un nombre de normes considérables et rapidement. Enlevons-les. Bon, on va continuer évidemment sur l'affaire de Ranc. Moi, j'ai dans l'oreille tout ce que me disent mes amis restaurateurs. J'en connais un qui vient d'acheter un nouveau restaurant dans Paris. Il se heurte quasiment quotidiennement au bâtiment de France et c'est juste l'enfer. Donc, il a acheté un superbe restaurant. Il pensait pouvoir faire des travaux importants et notamment pour faire en sorte que les propriétaires au-dessus, les locataires au-dessus n'aient pas les odeurs, etc. Donc il fallait changer, alors, je ne suis pas un spécialiste, mais il fallait changer le conduit d'aération, etc. Bâtiment de France, pour une raison, je ne sais pas, parce qu'il y a un clocher à 850 mètres, et ça, c'est pas possible, vous allez abîmer le clocher, ou que sais-je. Donc c'est juste la France d'aujourd'hui. Donc la réalité, c'est que cette chef d'entreprise, son restaurant ne marche pas, il voulait investir, il voulait engager des gens, etc. Et il se heurte à des administratifs, des petits hommes gris. Non, tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on avance sur notamment le sujet de Ranc. Et je voudrais qu'on écoute d'abord François Hollande, qui a pris la parole. Non, d'abord la manifestation de Rennes. Alors celle-là, elle passe sous les radars, parce qu'elle n'est pas dans le bon camp. On va voir la séquence, vous avez des antifas qui ont une grande banderole. On ne pleure pas les nazis. On ne pleure pas les nazis. Bon, ça, tout le monde s'en fiche, manifestement. Voyons la manifestation de Rennes.
Alors, le deux poids, deux mesures dans ce pays. Vous avez, alors là, ils ne sont pas un. Ils sont 200, 300. Qui crient à bas l'État. Les flics et les fachos. Or, ça passe à l'as. Dans les rues de Rennes, ça passe complètement à l'as. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous vous rappelez quand il y a eu cette manifestation, il y avait une pancarte. Oui. C'était pendant la manifestation pour la réforme des retraites. Il y avait une pancarte qui avait dit « Un flic mort, c'est un électeur RN en moins ». Jean-Luc Mélenchon avait été interrogé sur cette pancarte. Il avait dit « Oui, mais c'est de l'humour, on peut rire, il faut arrêter, etc. » Vous voyez, là aussi, la mansuétude à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, dans d'autres familles politiques, ça aurait été aperçu différemment. Alors, on va écouter François Hollande. Alors, je salue François Hollande, qui a fait hier, il y avait un papier formidable dans le journal, dans la Tribune Dimanche de notre ami Guillaume Durand, que je salue, Guillaume, parce que les moments sont parfois difficiles et je l'embrasse tendrement, Guillaume Durand. Et le papier est formidable, comme toujours, parce que Guillaume, il écrit merveilleusement bien, il a fait un très bon papier. Et ce que dit François Hollande, vraiment, c'est intéressant. Il y a de sa part une forme de suicide politique. C'est ce qu'il dit de Mélenchon. Quand il fait sa conférence de presse, qu'il défend encore la jeune garde, qu'il revendique la confrontation, il se prive de toute capacité de représenter une gauche alternative. Il n'a pas réussi à tuer la social-démocratie, elle a survécu et va se reconstruire. Ce qui vient de se passer est un tournant et une tragédie cynique, dit François Hollande. Et il dit aussi, faire qu'il n'y ait plus que l'extrême droite et lui, non seulement le pari est perdu, mais il a offert à l'extrême droite la possibilité de se démarquer de ses origines, de ses oripeaux identitaires, ce que fait Marine Le Pen et encore davantage Bardella en prétendant qu'ils n'ont plus rien à voir avec des mouvements extrémistes. En prétendant... Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien à voir. Ils n'ont plus rien à voir. Mais François Hollande, bon, il veut être président. Oui, enfin, bon. Le problème, c'est toute son analyse est fausse. Hein. Enfin, bon. Pourquoi? Parce qu'on voit que rien ne bouge. Tout le système médiatique va soutenir le contre-récit de la jeune garde et de la France insoumise. Donc, de ce point de vue, pas toute rien ne bouge. La poutre, elle bouge un peu. Un petit peu. Elle bouge un peu. Je vous assure, nos quotidiens, par exemple, c'est intéressant, un quotidien. Ils sont rentrés dans la figure de Jean-Luc Mélenchon. Vous verrez. Vous verrez ce qu'ils vont dire sur la marche, à mon avis. Ça va vous... Ils vont vouloir rééquilibrer. Évidemment. Ils vont rentrer dans le rang. Mais il a raison. Parce que c'est l'extrême-centre. C'est la voix de Macron. Les médias, c'est la voix de Macron. Donc tu enlèves l'extrême droite, ce qu'ils appellent l'extrême droite, tu enlèves l'extrême gauche pour favoriser le bloc central. J'appelle ça la voix de Macron. Et ensuite, tout le but de Mélenchon, c'est de solidifier un noyau. Et ce noyau ne bouge pas. Ce sont des gens qui sont persuadés, en tout cas qui se persuadent, que Quentin était un nazi et que, puisque c'est un nazi, eh bien, on n'a aucune empathie envers un nazi, on a même le droit de le tuer. Ça ne bouge pas. Et puis le discours de la gauche qui consiste à dire aujourd'hui que LFI est un parti terrible, mais qui sont alliés avec eux il y a 2 ans. Enfin, pardon, mais en 2024, pendant les législatives, LFI était déjà le mouvement qu'on connaît. Il y avait déjà eu le 7 octobre, il y avait déjà eu les lectures racialistes, il y avait déjà eu le fait qu'ils n'appellent pas au calme pendant les émeutes. Donc, écoutons François Hollande. C'est un parti qui a changé. Ça n'a pas bougé après le 7 octobre, ça bougera sans doute. Là, ça peut... tiens, mais non. Alain Madelin, vous qui avez quelques analyses politiques, l'idée qui nous sépare les uns des autres, certains disent que ça ne changera rien, ce qui s'est passé là, et d'autres disent si, Jean-Luc Mélenchon est abîmé, ça va se voir dans les urnes. Votre analyse? Ça va dépendre des campagnes électorales. Moi, je pense qu'effectivement, ça bouge. Et que vous aviez une sorte de front antifasciste, entre guillemets, lors des dernières élections, et que là, manifestement, il y a un retour de bâton, et c'est risque d'être Mélenchon qui en est la victime. Le grand changement, quel est-il? Parce que moi, je cherche des responsables dans tout ça. Le grand changement, c'est le nouveau Front populaire, qui a été fait à l'époque pour faire barrage au fascisme et qui a provoqué une alliance non seulement de la gauche, mais aussi de M. Attal, etc., avec derrière le FI. C'est ça le gros problème. Je pense que ça, heureusement, c'est terminé. J'espère. On écoute François Hollande qui était ce matin, je crois, il était chez nos amis d'RTL. François Hollande. J'ai vu d'abord qu'il n'y avait pas eu d'incidence, qui était quand même l'essentiel, et que chacun avait compris qu'il fallait apaiser après la tragédie qui s'était produite concernant le jeune Quentin. Ensuite, il y a eu dans le cortège des signes, des mots qui laissent penser, on n'avait pas de doute d'ailleurs, que ceux qui ont défilé étaient pour beaucoup des femmes et des hommes, surtout des hommes, de l'ultra-droite. Je pense qu'en démocratie, il est normal
qu'il y ait la liberté de manifester. Bon, on rappelle quand même qu'il a voté avec le nouveau Front Populaire. Non, mais c'est comme si ce qui avait été dit après le 7 octobre, pour lui, finalement, n'était pas si grave. Vous avez raison. C'est ça, moi, qui Bonne remarque. me choque. Et même Jérôme Gage va voter LFI. Qu'est-ce qu'il vous Non, fait non, Jérôme Gage, c'est si jamais il y avait RN et LFI, il choisirait. Oui, mais Quand alors, vous qualifiez quelqu'un de salopard antisémite, vous votez pas pour Pardon, lui. mais en fait. c'est ça, Elisabeth Lévy. c'est là notre échec. Enfin, notre échec, l'échec, ou alors des gens ne veulent vraiment pas comprendre. Mais justement, le danger aujourd'hui, les Français, je pense, le savent, que le danger de Mélenchon est beaucoup plus grave que le danger du RN. Je veux dire, les Français, dans les sondages, les Français le disent. Éric Nolot. Moi, je ne comprends pas que le simple énoncé des faits ne suffise pas à régler la question. Il y a un foyer de fichiers S qui a fait son nid au sein de l'Assemblée nationale avec l'argent des contribuables français. Ces fichiers S sont liés à la France insoumise via la personne de M. Arnaud. Ça devrait suffire à régler la question. Ces gens-là ne sont pas dans le champ de la République. Eh bien, justement. Ils sont dans Mathilde Panot a dit que ça ne la gênerait pas. Eh bien, Je écoutons répète Mathilde que Panot. la question de la légalité de LFI se pose. C'est un parti qui est du côté de la violence. La violence est constitutive de sa doctrine et constitutive de son action via M. Arnaud et ses sbires. Eh bien, écoutez, moi, je pose la question de la légalité. C'est la seule question qui vaille pour moi. Écoutons Mathilde Panot sur Raphaël Arnaud. Ah, voilà. Je pointe le fait que Raphaël Arnaud n'a pas de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et donc, Raphaël Arnaud doit rester dans notre groupe. Mais sa parole était attendue, Mathilde Panot, sur ce point. Pas de démission de Raphaël Arnaud. Certainement pas. Ni de suspension du groupe de la Non, France certainement Insoumise. Et il sera réinvesti aux prochaines élections Mais écoutez, législatives. oui, enfin... Oui, il sera réinvesti. En 2027, s'il y a dissolution, après l'élection présidentielle, mais il sera s'il réinvesti. le souhaite, oui. S'il le souhaite. S'il le Et souhaite, vous le souhaitez, oui. vous ? Oui, mais je suis fière d'avoir Raphaël Arnaud dans mon groupe. Raphaël Arnaud n'a rien à voir là-dedans. Alors là où tout est effectivement, et vous connaissez bien l'État sans doute, Alain Madelin, mais pourquoi la dissolution de la Jeune Garde n'a toujours pas été validée par le Conseil d'État 8 mois après la décision de Bruno Retailleau? Eh bien, on apprend que les deux juges chargés de l'affaire, en fait, sont deux juges de gauche. C'est ça qui est magnifique. Et je l'ai lu dans le journal du dimanche hier. L'examen du recours prévu ce 11 février a été reporté. 11 février. Il est étonnant que l'affaire ne soit toujours pas jugée. Le rejet du référé suspension était justifié par l'annonce d'une décision sur le fond dans un délai de 3 mois, observe un conseiller d'État, qui s'interroge par ailleurs sur le profil des deux procureurs publics de la 10e chambre chargés de l'affaire. L'une est ancienne conseillère de l'ex-ministre de la Culture Françoise Nyssen et directrice des affaires juridiques d'Anne Hidalgo à la ville de Paris. L'autre est adjointe au maire socialiste de Pantin. Donc, en fait, l'État est noyauté par la pensée de gauche et par des hommes de gauche. Et en fait, l'autre jour, il y avait un homme politique qui dit « Nous ne sommes plus en démocratie ». Un homme de droite important, comme il le disait en dehors de l'antenne, je ne dirais pas qui c'est. C'est-à-dire que les conseillers d'État, le Conseil constitutionnel, c'est invraisemblable ce qui se passe à Alain Madelin dans ce pays. Invraisemblable. C'est-à-dire que la démocratie n'est plus en place, le peuple n'est plus écouté, et c'est les petits hommes gris qui décident. Et donc ça, c'est un cas. Alors, comme par hasard, vous croyez que si c'était un groupuscule d'extrême droite, il ne serait pas déjà, si c'était Génération Identitaire, ces deux procureurs n'auraient pas donné leur avis et que le Conseil d'État ne serait pas proposé? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et c'est à vous, les politiques, de le dire. Ce n'est pas aux journalistes de le faire. Parce que les journalistes, ils ne le feront pas puisqu'ils sont de l'autre camp. Bonjour, Alain Madelin. Non, il y a des... Mais non, mais c'est... La bataille culturelle, vous ne l'avez jamais menée. À moi que vous dites ça? Ou mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu. Alors, oui, c'est vrai, mais vous n'y avez pas aidé beaucoup. Hein. Ah bon? Ouais. Non, mais il a raison, la presse ne l'a pas aidé beaucoup, bien sûr. D'une façon générale. Et même, vous avez du mal à faire comprendre ce qu'est véritablement une démocratie et un état de droit. Un état de droit, ce n'est pas le juge, effectivement, comme vous le dites, qui fabrique le droit. Mais c'est un état de droit où il y a des principes supérieurs qui sont hérités de nos révolutions françaises, etc. Et on a perdu cette habitude, on a perdu l'idée de la hiérarchie des normes. Le Conseil constitutionnel a perdu l'idée qu'il y avait des lois supérieures. L'article 4, ma liberté s'arrête là où commence la vôtre. Eh bien, on l'a oublié et on a mis à égalité la charte de l'environnement dans la Constitution. Et tout le monde s'accommode de tout ça. Donc c'est une énorme révolution culturelle qu'il faut faire. Quant à la composition des juges, on a une merveilleuse nouvelle. C'est qu'on n'a pas assez de juges. Je crois qu'on en a 7500 ou 8000. Il va falloir en recruter.
très bien. Oui, mais- Et en plus, on a vraiment besoin, parce qu'il y a des affaires qui sont reportées à 2 ans, à 3 ans, etc. Oui. Donc il va falloir en recruter. Donc je pense qu'il y a besoin, par exemple, à l'ordre du jour du nouveau gouvernement, de mettre 3 000 ou 4 000 recrutements de juges, et on va plutôt les J'entends bien, prendre... mais ce Mais que c'est je le Conseil soulignais d'État. là sur le Conseil d'État, je prenais un exemple. En fait, c'est les exemples qui m'intéressent toujours. C'est les exemples. Alors, Cet exemple, il est significatif d'un mode de fonctionnement. La jeune garde devrait être dissoute, elle ne l'est pas depuis 8 mois, parce que les 2 personnes qui sont procureurs sont 2 personnes de gauche, et je mets un lien entre les deux. C'est tout. pardonnez, donc je généralise, et je vous dis, en ce moment, que si vous faites rentrer 3 000 ou 4 000 juges qui sont des gens expérimentés, des avocats proches de la retraite, etc., vous allez changer le centre de tant gravité. mieux. Quant au Conseil d'État, Oui. moi, tout ce que j'ai fait là sur le droit à la simplification, sur des propositions assez osées, qui bousculent un peu l'ordre juridique, je l'ai fait avec des conseillers d'État qui sont très bien. On en parlera évidemment tout à l'heure parce que vous allez rester un peu plus longtemps. Je vous assure, on pourra parler de votre actualité. Mais écoutons Aurore Berger sur le devoir de décence et sur Raphaël Arnaud. Que dit-elle ? Encore une fois, le devoir de décence, si tant est que ce mot ait du sens pour la France insoumise, serait évidemment de le mettre au banc de la France insoumise, de l'exclure du parti. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire, est-ce qu'on a un mot de Jean-Luc Mélenchon à l'encontre de la jeune garde, à l'encontre de ce mouvement, à l'encontre de ces factieux, à l'encontre des conséquences que cela a emporté, c'est-à-dire la mort d'un jeune homme? Non, il a réaffirmé encore cette semaine, après donc le décès de Quentin, il a réaffirmé que personne au grand jamais ne le couperait de ses bases militantes, quelles qu'elles soient. Pourquoi vous dites je comprends pas Je comprends pas. C'est très clair. Arnaud, c'est l'arbre et LFI, c'est la forêt. Écoutez, Arnaud ne fait que mettre en acte la théorie de LFI. Il faut tout bordéliser, il faut tout conflictualiser. C'est des mots de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je dis, rangez-vous derrière la jeune garde. Il parle à ses militants. Non, mais écoutez, c'est pas possible. On se focalise sur Arnaud pour ne pas poser le vrai problème de la violence constitutive de LFI. En parlant de décence, jeudi soir, soit 2 semaines jour pour jour après le meurtre de Quentin, Jean-Luc Mélenchon sera à Lyon pour tenir une réunion publique avec la candidate de la France Insoumise à Lyon, qui elle-même arborait un t-shirt de la jeune garde au sein de l'Assemblée nationale. Donc ne parlez pas de décence avec... Écoutons Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris, et M. Guedj, qui ont parlé hier soir sur Raphaël Arnaud. Il doit démissionner. Je serais lui mis en cause sur des choses aussi graves, je le ferais. Vous feriez quoi ? Démissionner. Je le ferai, ouais. Et est-ce que vous l'appelez à démissionner ? Je pense que c'est pas un exercice sain de son mandat de le faire dans de telles conditions. Moi, de deux faire choses. Quoi dans de telles conditions ? D'exercer son mandat de député dans ces conditions. C'est le sens de votre question. Deuxième chose, je ne crois pas qu'il faille que nous nous substituions à la justice. Je pense que là, l'exercice serein de son mandat de député va être empêché. Et donc, je pense qu'il devrait démissionner. Si j'étais lui, je le ferais. Il y a un moment, l'éthique républicaine et la vertu républicaine devraient amener naturellement ce député et son groupe politique à considérer que ce n'est pas possible. L'endogamie, la très grande proximité, le fait qu'on découvre que 2 ou 3 de ses collaborateurs parlementaires sont ou ont été membres de la jeune garde et ont participé à ces événements-là. Enfin, un collaborateur parlementaire, c'est pas fait pour alimenter une association qui fait de la violence dans la rue. Ce n'est pas fait pour ça. Son groupe parlementaire, il s'appelait quand même à voter pour lui, Jérôme Guedj. Et c'est ça le jour impair, jour frère. C'est le seul qui n'a pas eu besoin de l'Alliance en 2024 et qui s'est présenté sur son nom et qui a été élu. Donc en plus, il ne leur doit rien. Vous avez parfaitement raison. Écoutez Emmanuel Valls, qui est formidable, en tout cas droit dans ses bottes, et qui, en fait, c'est tout le problème de la gauche, la social-démocratie, la gauche républicaine. Mais manifestement, elle n'est pas majoritaire à gauche. Ah non. Ce qui en dit long d'ailleurs, hein. Ce qui en dit long. C'est-à-dire que si Mélenchon, après tout ce qu'on voit devant, est devant, ça en dit long sur les gens de gauche. C'est ce que je vous dis, c'est pas le problème de l'extrême gauche. Et ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs, pour en connaître depuis toujours, c'est très intéressant. C'est-à-dire que la social-démocratie que M. Hollande incarne, ou que M. Valls incarne, elle pèse rien aujourd'hui. Donc écoutez Manuel Valls, et c'est dommage, et je le regrette. Ils sont partis chez Macron. Quand on met le doigt dans l'engrenage, quand on va chercher le leader de la jeune garde pour en faire un député, quand toute la gauche se rassemble autour de lui au second tour pour battre le Rassemblement national. C'est-à-dire que quand on utilise un candidat qui prône la violence pour combattre le Rassemblement national, on perd la bataille politique et morale. Est-ce que ça veut dire que le front anti-RN était de votre point de vue une erreur ? Oui, je l'avais dit.
Nous l'avions dit dans une tribune avec Bernard Cazeneuve, Elisabeth Badinter, Julien Drey, Françoise Imray et bien d'autres, pour dire, à l'époque, en 2024, au moment de la dissolution, ni LFI, ni RN, et ce fut une erreur du Parti socialiste, et même d'ailleurs de certains leaders de la majorité présidentielle à l'époque, que d'avoir appelé à voter pour des candidats LFI au second tour. Et cette question, Darius, elle est posée encore demain aux leaders de la gauche. Est-ce qu'aux élections municipales, dans quelques semaines, vous ferez au second tour une alliance avec LFI ? Eh bien, Olivier Faure a répondu à cette question et elle est posée à tous les dirigeants du PS. Olivier Faure. Ça, nous n'avons jamais été, à quelque moment que ce soit, dans une situation où nous avons été sommés de nous aligner sur les insoumis. Nous ne l'avons jamais fait, nous ne le ferons jamais. Voilà, autrement, nous serions déjà insoumis. Nous ne le sommes pas, nous ne le serons jamais. La question des alliances est une question que je trouve par ailleurs, de une façon indécente. On est en train de traiter de la question de la violence en politique, de la mort d'un homme, et je vois que tout le monde se jette sur la question de savoir ce que seront les alliances. Je vous l'ai dit, il n'y a pas eu d'alliance au plan national ni au premier tour, il n'y en aura pas davantage au second tour. Pierre Jouvet, visiblement, ne dit pas la même chose. Alors, qui est Pierre Jouvet ? Le secrétaire général du Parti socialiste, celui qui était dans le café avec Patrick Cohen. Faut demander ils doivent avoir des informations, Cohen et Legrand. C'est peut-être pas la même chose que faut les interroger. La porte n'est pas totalement fermée. Dans de rares cas, des candidats soumis pourraient rejoindre les listes d'union de la gauche au second tour. C'est déjà le cas. À une condition, clarifier leur position sur le rapport de leur mouvement à la violence politique et à cette forme d'hooliganisation de la vie politique. C'est une farce. Et à la violence économique. Pourquoi je dis ça ? Parce que on a besoin d'une gauche, disons, social-démocrate. En réalité, la social-démocratie, c'est quand même un peu derrière nous. On aurait besoin d'une gauche moderne. Cette gauche moderne, elle est en train de se construire d'une certaine façon par opposition au ralliement qu'ils ont fait à LFI. Ils tournent la porte. Mais ils partent en emportant le programme économique. Si vous regardez, il y a des stupidités économiques, y compris dans quelqu'un que j'aime bien par ailleurs, qui est Glucksmann, qui, avec son groupe, il a constitué un programme économique qui est vraiment, quand vous le lisez, vous avez le sentiment de revenir sur une dizaine d'années en arrière. Donc, vous voyez, c'est cette double vérité qu'il faut exiger des socialistes. Le Carillon, et même hier, dans cette excellente interview, de nouveau, je le rappelle, François Hollande disait, il parlait d'économie, il disait « J'ai tiré les leçons de 2012, aujourd'hui nous ferions différemment en réduisant la dette et en équilibrant les efforts demandés aux plus fortunés, mais en les distinguant de leurs entreprises. » Il avait dit quand même, mon ennemi c'est la finance. Moi je les adore ces gens-là. Tout est pardonné alors. Je les adore ces gens-là parce qu'ils ont mis la France dans un état lamentable. C'est vous qu'on aurait dû écouter, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est sur le plan économique. C'est-à-dire qu'il faut écouter les libéraux parce qu'effectivement, moins il y a d'État, mieux ça marche. Moins il y a de normes, mieux ça marche. Il faut encourager les chefs d'entreprise, il faut encourager l'investissement, il faut encourager l'innovation, il faut que les meilleurs restent en France. Alors évidemment, les meilleurs, parfois, ils sont plus riches. Effectivement, mais c'est l'histoire du peloton, c'est l'histoire du cyclisme. Si t'as pas de Bernard Hinault, ton peloton il roule moins vite. Mais ça, faire passer ces idées-là en France, c'est très compliqué. Donc il faut du courage, ce que manquent les hommes politiques, en disant les meilleurs entraînent les moins bons, comme en sport. Mais ça, alors c'est pas facile. C'est pas facile. Vous avez un mouvement populaire, sentez-le. D'ailleurs, moins bon, c'est pas le mot. Laissez-moi faire, laissez-moi agir, laissez-moi vivre. Vous en faites pas ce mouvement qui naît dans l'opinion ? D'ailleurs, quand je dis moins bon, c'est pas les moins bons. C'est pas parce que tu innoves pas ou n'importe quoi que tu suis pas le chef. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ceux qui ont le plus d'initiative, la prise de risque. Ceux qui prennent plus, ça veut pas dire qu'ils sont moins bons. C'était pas exactement juste ce que je disais.